Merci beaucoup à vous, Marcel Arossi, pour ce tour d'horizon rapide donc, de l'actualité, vu par les canaux digitaux, mais aussi par les journaux. Bien sûr. Vous restez avec moi pour la toute première rubrique de cette émission. Le tout premier invité à l'ESDI, on reçoit pour vous le secrétaire général de la CSA Bénin. On parle revalorisation salariale. Je vous l'avais annoncé, au bout des négociations entre partenaires sociaux et gouvernement, les travailleurs béninois ont vu leur salaire augmenter. Depuis donc dans l'opinion, chacun y va de son commentaire. Une certitude, tous s'accordent à reconnaître que cette mesure vient comme une bouffée d'oxygène pour apaiser une respiration sociale presque à l'agonie du fait de facteurs exogènes. Pour les uns, il s'agirait même de la mise en branle du hautement social promis par le chef de l'État. Et pour d'autres personnes, le terme choisi est symptomatique d'un calcul politique bien réalisé, à l'image donc de Paul Lompé, qui estime qu'il s'agit donc du saupoudrage à des fins électoralistes. Pour évoquer donc cette actualité, avant justement d'en parler dans le débat matinal vers la cour de 7h20, on reçoit pour vous Anselme Amoussou. Il est le secrétaire général de la CSA Bénin. Bonjour, M. Amoussou. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Bien, merci. C'est un négociateur triomphaliste que vous êtes sur ce plateau, sans doute. Non. Pas triomphaliste, parce que vous savez que tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été abordé. Tous les militants ne se sentent pas encore concernés par ce qui a été annoncé, parce que vous savez qu'il y a encore du travail, notamment dans le secteur privé, dans le secteur parapublic. Donc, oui, un négociateur plutôt satisfait du chemin qui a été parcouru, satisfait des annonces qui ont été faites, mais qui comprend avec lucidité qu'il reste encore du chemin à parcourir, que nous devons continuer de discuter avec le gouvernement pour aborder les autres questions essentielles. Quand cette démarche a commencé, bien évidemment, est-ce que vous aviez la certitude que cette année 2022 serait la bonne? À un moment donné, il faut avouer non. Non, parce que ça a mis quand même un an. Le chef de l'État a annoncé l'intention du gouvernement de revaloriser les salaires. Et puis, il y a eu un comité interministériel qui a été mis en place, qui n'a fait fuiter aucune information. Ensuite, il y a eu une sorte de blackout sur, disons, les échanges que nous devrions avoir avec les membres de ce comité interministériel. Et puis, il y a eu le mois d'avril où nous avons pour la première fois rencontré le chef de l'État. Silence radio après ça. Donc, objectivement, je dois avouer que dans nos rangs, beaucoup commençaient à penser qu'il n'y aurait plus rien pour l'année 2022. Et je pense que c'est l'un des éléments que moi je note dans l'actualité liée à la revalorisation des salaires, c'est que nous devons absolument faire les efforts pour revoir un peu notre manière d'animer le dialogue social. Et là, je m'adresse à tous les acteurs. Parce que quoi que l'on dise, en tant que secrétaire général de Confédération, il y a un minimum d'informations que nous devrions avoir. Et il est important, quand vous faites quelque chose pour les uns, de le faire savoir. Donc la communication a manqué, les échanges ont manqué. Bon, aujourd'hui, vous voyez un peu les commentaires qui se font quand on regarde un peu le timing et tout ça. C'est une manière de donner raison aux gens, alors que par ailleurs, un acte a été posé, un acte salutaire pour les travailleurs qui vivent la vie chère. Et donc, si on peut faire en sorte d'améliorer la perception que les uns et les autres ont de ce que vous faites de positif, c'est tant mieux pour le dialogue social, c'est tant mieux pour la confiance entre les acteurs du dialogue social. La semaine dernière, un confrère écrivait que le gond du hautement social a vraiment résonné. Et je crois qu'actuellement, vous avez vous aussi des raisons de le confirmer. Non, le hautement social était déjà en marche. C'est-à-dire que quand on parle des cantines scolaires, quand on parle des écoles que l'on réaménage, quand on parle des centres de santé, c'est déjà du social. Et donc on ne peut pas contester un gouvernement qui pense que le hautement social était déjà en marche. Mais c'est vrai, le chef de l'État lui-même l'a reconnu dans son discours que tout est apprécié à l'aune de l'intérêt personnel, de l'intérêt individuel. Et ça, c'est humain. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, disons que c'est un peu ce que je disais. Quand vous créez de l'espoir et que vous mettez le niveau de l'espoir aussi haut, bien entendu, les attentes sont énormes vis-à-vis de vous en tant que gouvernant. Et ça a été un peu
le revers de la communication abondante, j'ai l'habitude de dire presque abusive, du gouvernement sur la question de la revalorisation des salaires. Et on ne peut pas, on a été un peu perturbé par la démarche du gouvernement sur cette question-là parce qu'on était habitué à autre chose. Le chef de l'État n'annonce que les choses qui sont déjà prêtes, décidées. Et donc, cette fois-ci, on a d'abord fait une annonce, puis on a commencé à se chercher, à faire des calculs, à faire des simulations. Et ça, on n'y était pas habitué. Donc, du coup, ça a fait qu'à un moment donné, on se demandait si ça allait se faire ou pas. Donc, oui, c'est bien entendu un pas positif qui a été fait. Moi, c'est... Vous savez, un ancien ministre me disait qu'il a étudié en Europe et que pour lui, une augmentation même d'1 centime sur un salaire qui vous permet d'acheter du pain, c'est à prendre avec beaucoup de bonheur. Donc aujourd'hui, il faut faire une comparaison objective de la situation actuelle et de la situation à venir dès qu'on va appliquer ce qui a été annoncé là. Et il y a des gens qui vont sentir qu'il y a un changement dans leur revenu. Et on ne peut pas contester qu'un pas important a été franchi. Maintenant, nous ne devons pas faire preuve de triomphalisme, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Parce que, écoutez, nous avons accepté que le gouvernement fasse preuve de justice sociale en faisant par exemple de la différenciation sur les augmentations qui ont été annoncées. Mais de la même façon, on ne peut pas s'empêcher de regarder plus haut, regarder par exemple vers les politiciens, les ministres, les membres du gouvernement pour se dire mais quand est-ce que nous allons réaliser la justice sociale entre eux et nous? Parce que donc, de toutes les façons, il y a encore des efforts à faire quand on est dans un pays avec le contexte qui est le nôtre, avec le taux de pauvreté aussi élevé. On est au-delà de 40% aujourd'hui du taux de pauvreté. Et donc, dans ces conditions-là, lorsque vous faites un effort, même s'il est significatif vis-à-vis de vos concitoyens, est-ce qu'il y a lieu de faire du triomphalisme? Je crois que non. Donc, restons les pieds à terre, mais encourageons ceux qui font les efforts, malgré le contexte difficile, parce qu'on parle d'insécurité au nord du pays. Il y a des efforts financiers qui sont faits là-bas. La guerre continue, bien entendu. Le Bénin est un pays, disons, fragile un peu dans son économie, quoi que l'on dise. Et donc, quand vous regardez tout ça et que vous comparez avec l'effort qui a été fait, enfin, vous ne pouvez que d'abord applaudir et ensuite retendre la main comme un mendiant parce que vous avez besoin de vivre mieux et de faire vivre mieux ceux qui nous ont fait confiance et qui malheureusement ne sont pas encore touchés par les mesures qui ont été annoncées. Je parle des gens de l'informel, je parle des agents du privé. Parce que pour le privé, n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui dans le registre du plaidoyer qu'il faut faire vis-à-vis des employés, des employeurs, pour qu'ils répercutent un peu ce qui a été fait par l'État dans leur entreprise. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Donc, la lutte doit continuer. Vous parliez tantôt de justice sociale entre eux et vous, eux, les politiques, justement. Ouais. Ça veut dire? Mais ça veut dire, est-ce que vous connaissez le salaire de vos ministres? Non, vous ne connaissez pas. Et il y a des chiffres impressionnants qui sont annoncés. À partir du moment où il n'y a pas cette transparence, vous comprenez bien que moi, qui suis aujourd'hui un cadre moyen, j'ai vocation à regarder du côté du salaire d'un ministre. Je veux être traité également comme ministre parce que le chef de l'État l'a reconnu. Les efforts qui se font sont des efforts collectifs. Donc, dans la répartition, faisons preuve de justice. Parce que moi, à mon niveau en tant que cadre moyen, les efforts que je fais au quotidien sont des efforts que l'on doit mettre au même niveau que les efforts d'un ministre. Je disais, quand nous étions avec le chef de l'État, je répondais à un employé qui parlait de 1%, du fameux 1% de Béninois qui consomment, je ne sais pas, 80% des ressources de l'État. Et je disais que ce n'est pas en termes de mathématiques. Parce que quand on fait ce genre de comparaison, on doit faire la même comparaison quand il s'agit des membres du gouvernement. Ils sont combien? Ils sont combien? Mais combien consomment-ils de la richesse nationale? Donc, ce n'est pas toute proportion gardée. Je ne veux pas avoir des salaires de ministres. Mais le chef de l'État a eu cette intelligence-là de dire on ne va pas faire une augmentation linéaire. On va regarder au cas par cas pour que chacun se sente concerné par les problèmes de la République. Donc, cette même logique doit jouer quand il s'agit de faire une comparaison entre le bas peuple et l'élite aujourd'hui qui a la part du lion, quoi que l'on dise. La longue attente a-t-elle créé un problème au niveau des travailleurs? Oui, parce que vous savez, dès qu'on a annoncé, c'est vrai qu'il y a eu une répercussion sur un certain nombre de prix, quoi que l'on dise. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et puis vous savez, un espoir qui n'est pas assouvi, c'est un problème personnel déjà, mentalement, moralement.
Donc vous regardez, entre l'annonce qui est faite, entre le mois d'avril et aujourd'hui, vous comprenez très bien que des choses ont pu être perturbées. Et puis, ça a pu créer des problèmes au sein des organisations syndicales. Parce que quoi que l'on dise, vous êtes interpellés tous les jours. Oui, mais qu'est-ce que les syndicats font? Vous ne dites rien, le gouvernement a menti, n'a pas voulu respecter son engagement et on condamne le silence des organisations syndicales. Donc, voyez-vous, c'est une gêne pour un leader syndicaliste de ne pas avoir d'informations à donner sur un sujet aussi important pour ces travailleurs. Et je crois que c'est l'une des difficultés que l'attitude du gouvernement, la démarche du gouvernement a créée en notre sein. J'ai l'habitude de dire que nous sommes avant tout des citoyens, avant d'être des travailleurs des syndicats, on est des citoyens. Et en tant que tel, on est à même d'examiner avec un gouvernement les difficultés qu'il peut avoir à respecter un engagement qui est pris. Donc, le gouvernement ne peut pas considérer qu'il doit vivre seul les difficultés qu'il a, qui parfois ne sont pas de son fait. Il faut partager pour qu'ensemble on regarde en toute responsabilité. Oui, à ça, effectivement, le temps qui est mis est justifié. Et donc, nous, on devient un peu, pourquoi pas, même les défenseurs du gouvernement vis-à-vis de nos militants pour leur dire, mais patientez parce qu'on nous a montré un peu ce qui se passe. On a fait preuve de transparence. Mais aujourd'hui, quand on met ce silence-là, c'est qu'il y a toujours un effort à faire sur le capital confiance que nous devons développer à tête du dialogue social. Alors, M. Amoussou, on a vu la posture vraiment modérée, très modérée de la CSA Bénin dans ce dossier lié à la revalorisation des salaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, a d'ailleurs salué cette posture. Certains estiment que la CSA Bénin serait l'appendice du pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Je dis que c'est une performance d'être l'appendice d'un pouvoir si ça vous permet de régler les problèmes de vos militants. Écoutez, la CSA Bénin, on ne découvre pas la CSA Bénin modérée. Et j'ai toujours dit, dans un contexte comme le nôtre, être taxé de modéré ne doit pas vous gêner. Parce que lorsque vous êtes, radical, qu'est-ce que vous avez apporté? Le radicalisme a apporté quoi aux travailleurs? Depuis 1 an que nous attendons, que nous n'avons eu aucune nouvelle, quelle a été la réaction des syndicalistes? Quelle a été la réaction des travailleurs? Si vous et moi, on était en mesure d'exprimer notre mécontentement et de l'exprimer comme d'habitude, avec l'espoir que cela puisse fonctionner, on l'aurait fait, oui ou non? On l'aurait fait. Vous savez, quand vous faites preuve d'intelligence stratégique, je trouve que vous ne devez pas avoir honte. Moi, on m'a appris que lorsque vous ne pouvez pas faire, lorsque le déséquilibre des rapports de force ne vous permet pas de faire du frontal, faites de l'intelligence, contournez l'adversaire. Et donc, c'est quoi la modération dans ce cas? La modération, c'est de reconnaître, ah oui, quelque chose a été fait, mais faites-en encore un peu plus. C'est ça la modération. Il faut applaudir. Écoutez, c'est-à-dire que c'est une simple question de bon sens. Moi, je suis enseignant. À l'école normale, qu'est-ce qu'on nous apprend? On dit, lorsque vous donnez 10 questions à un enfant dans une évaluation, et que l'enfant en rate 9, mais a réussi la petite question, la 10e petite question, quand vous voulez faire le suivi avec l'enfant, vous commencez par l'encenser sur la 10e question qu'il a réussi. Et donc, du coup, vous le mettez dans l'état d'esprit pour écouter toutes les critiques sur les 9 questions que vous allez lui asséner. Donc, c'est une simple question de bon sens, de dire, ah mais oui, est-ce qu'il y a un effort qui a été fait? Oui, il est insignifiant, mais est-ce que c'est un effort? Oui, je le reconnais. Moi, c'est ma nature. C'est même pas parce que je suis syndicaliste de la CSA Bénin. C'est d'abord ma nature en tant qu'humain. C'est mon éducation. Et le chef de l'État a bien fait de le... Moi, je l'ai toujours dit depuis des années. Tous ceux qui me fréquentent savent que ce que le chef de l'État a décrit là, c'est ma vision du syndicalisme. Parce que si nous ne faisons pas évoluer ce carcan dans lequel on a toujours voulu nous enfermer en tant que bons syndicalistes, tout le monde fait le constat aujourd'hui que ça ne prospère pas. Regardez, nous avons fait toutes les critiques par rapport à la loi sur la grève ici. Et un gouvernement s'est permis encore de renvoyer la même loi pour corser davantage ce que nous dénoncions. Ça montre un peu ce que j'appellerais notre faiblesse du moment en tant qu'organisation syndicale, en tant qu'organisation sociale. Donc, vous devez objectivement, lucidement, regarder quelles sont vos forces et faire en sorte d'agir sur les leviers qu'il faut. Nous avons besoin aujourd'hui dans le syndicat béninois d'un dialogue de qualité parce que nous avons de moins en moins la force de mobiliser nos travailleurs
pour faire ce qui apparaît aux yeux de tout le monde comme étant le bon type de syndicalisme. Et le monde a évolué. Hein. Ce que fait la CSA Bénin aujourd'hui au Bénin se fait partout dans le monde par les syndicalistes qui font preuve d'intelligence. Maintenant, si on veut rester fermé et les pieds dans le passé, on fait, et puis les travailleurs verront un peu ce que ça va donner comme résultat. Maintenant, pour les critiques de appendices du gouvernement, vous savez, j'en souris et je dis c'est une performance. Moi, je dis, si moi je peux taper dans le dos au chef de l'État, si j'ai des rapports tels que je peux lui faire comme ça, allô Patrice, comment vas-tu? Vous imaginez ce que ça peut apporter en termes d'avancée pour la CSA Bénin par rapport à ces militants? Je vais finir sur cette question-là parce qu'elle est importante pour moi. J'ai souvent donné l'exemple que nous avons tous vécu en Turquie. En Turquie, nous sommes allés soutenir la plus grande organisation syndicale de Turquie qui organisait son congrès. Et nous avons vu le premier jour, on nous a annoncé l'arrivée de président turc. Recep Tayyip Erdogan. Voilà, et comme de l'amusement, on l'a vu venir au congrès, s'adresser aux congressistes, prendre des engagements devant les congressistes. Et puis on s'est dit, ça doit être encore le syndicat ami du gouvernement. Et le lendemain, ce sont les politiciens de l'opposition à l'Assemblée qui sont venus au congrès, invités par le syndicat, qui sont venus également écouter, qui ont dit, nous, en tant que parlementaires, on prend tel engagement pour accompagner les revendications des travailleurs. Vous imaginez le niveau qu'a atteint ce pays-là, enfin, cette organisation dans l'appréciation des rapports de force qu'il faut entretenir avec les uns et les autres. Donc, voilà, nous aspirons à ça. Faire en sorte que nos rapports avec l'employeur, quel que soit l'employeur, ne soient pas des rapports de suspicion, de va-t-en-guerre, parce qu'aujourd'hui, chacun de nous a besoin de faire l'économie de force pour s'occuper d'autre chose plutôt que d'être dans la récurrence de la tension. Alors, que dites-vous de la posture justement de vos pairs des deux autres centrales et confédérations syndicales, à savoir la CSTB et la COSI Bénin? Est-ce que vous leur reprochez de ne pas être assez intelligents? Non, pas du tout. Chacun gère un peu les choses suivant son tempérament, ses prérequis, son éducation également. Mais ce qui me fait sourire assez souvent, c'est que beaucoup parmi nous sont demeurés esclaves de ce que nous avons l'habitude d'appeler la base. Parce que parfois nous avons des échanges hors micro qui sont des échanges complètement différents de ce que vous entendez dès qu'une caméra et un micro se tendent, apparaissent. C'est ça qui est dommage. Parce que nous avons besoin de développer un autre type de leadership dans le mouvement syndical aujourd'hui aussi. Le leader n'a pas vocation à s'abaisser au niveau de la base. Le leader a vocation à attirer la base vers le haut. Parce qu'on occupe une position qui nous permet d'avoir le panorama des réalités d'un certain nombre de choses et donc d'en tenir compte. Et on ne peut pas avoir peur de ce que j'appelle la solitude du leader à un moment donné. C'est ça qui fait votre leadership, c'est ça qui renforce votre leadership. Vous décidez parfois de faire le bonheur des gens contre leur compréhension, et après, ils comprennent. Si on n'est pas en mesure de prendre ce genre de risque, d'avoir ce genre de courage, est-ce qu'on mérite d'être leader? La question se pose. Vox populi, vox dei, ils vous diront les latins. Moi, je ne connais pas cette expression. La voix du peuple est la voix de Dieu. Et donc, dès que la base n'est pas satisfaite, ça voudra dire que vous avez faussé votre mission. Mais oui, vous savez, j'ai te donner un exemple. J'ai suivi, récent je vais dire, j'ai suivi toute la polémique sur la pose de la statue de l'Amazone. J'ai suivi toute la polémique et aujourd'hui, quand je passe par là, les week-ends, je vois cet engouement béninois. Les mêmes qui critiquaient l'action aujourd'hui sont là à magnifier, à exprimer toute leur fierté d'avoir ce monument-là dans leur pays. Ça montre bien ce qu'on appelle peuple dans certains pays. Et donc, le peuple a besoin d'être guidé par des gens objectivement, sans compromission. Et donc, moi, quand j'ai le sentiment que c'est la bonne voie, je peux me tromper, hein, mais ça va être toujours en toute bonne foi. Mais quand j'ai le sentiment en toute bonne foi que c'est la bonne direction, écoutez, je fais fi de tout ce qu'on peut avoir comme critique négative et fondée sur la non-compréhension d'un certain nombre de situations. Et puis j'avance, et puis après on fait le point. On fait le point parce qu'on n'est pas leader à vie, on n'est pas syndicaliste à vie. Le moment venu, le congrès est là pour que les militants vous disent leur appréciation de votre leadership. Je préfère avoir un leadership sain, mais pas un leadership qui copie les autres, qui copie ce qu'on attend de lui. Il y a
Il y a une citation de, je crois, Oscar Wilde, voilà, que j'aime beaucoup, qui dit « Soyez vous-même toujours, parce que tous les autres sont déjà pris ». Et donc, c'est ça également le leadership, d'avoir un leadership authentique qui vous ressemble et non pas d'être dans le factice. Le factice, c'est plus vous. Vous ne ressemblez plus à rien. Et la plupart du temps, c'est ce que nous développons dans le syndicalisme au Bénin et dans l'action sociale en général au Bénin. On veut montrer aux gens ce qu'ils s'attendent à voir avec nous. Et en fin de compte, c'est qu'on perd du chemin, on se perd du chemin, on perd le sentier, on perd le nord. Je ne veux pas perdre le nord. Mais en même temps, je veux rester au service de ceux qui m'ont fait confiance. Et puis après, à l'interne, sans micro et sans caméra, nous ferons le point entre nous. Beaucoup estiment aujourd'hui que les organisations syndicales au Bénin sont devenues faibles et s'affaiblissent de plus en plus. Que répondez-vous à cette affirmation? C'est factuel. Et c'est votre faute. C'est notre faute. Quel est le type de militantisme? Quelle est la qualité de militantisme que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que CSA Bénin, je ne peux pas m'adosser à ma chaise et me dire, si je dis que j'ai besoin des militants de l'ORTB aujourd'hui, des travailleurs qui vont venir, qu'est-ce que j'ai pu développer pour créer cette distance-là entre les militants et moi? Donc, je dis, ça nous interpelle tous. Chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité. Qu'est-ce qui a fait que moi, le leader que je suis syndicaliste, on n'a plus confiance en moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dois sourire avec mon ministre, je dois regarder derrière moi pour me dire, mais quelle interprétation on va en faire? Quelle est ma part dedans? Et j'ai ma part dedans en tant que leader. Je dis ma part en tant que tous les leaders qui sont passés par la CSA Bénin, qui sont passés par la tête des syndicats aujourd'hui. Et puis les militants, pourquoi devons-nous être des tirs au flanc? Pourquoi on doit être des militants qui préfèrent s'asseoir devant leur téléviseur le soir pour regarder le sit-in auquel on les a invités dans la journée? Qu'est-ce qui fait que le militant a peur des représailles? Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre une loi sur l'embauche sans aucune crainte de rien du tout? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les rapports que je peux avoir avec un parlementaire, qui fût-il de l'opposition ou de la mouvance, sont des rapports de défiance? Moi, je dois faire les efforts qu'il faut. Donc, on est faible. On est faible. Et je dis que tout ce qui nous arrive, en fait, quand vous regardez bien, le gouvernement actuel surfe sur nos faiblesses. Il n'est pas venu créer nos faiblesses. Il est peut-être venu les aggraver, mais nos faiblesses étaient déjà là. Faiblesse en termes de financement de l'action syndicale, faiblesse en termes de mobilisation, capacité à mobiliser les travailleurs, faiblesse en termes de capacité à faire des propositions alternatives pertinentes sur les thématiques actuelles du monde du travail. Quel est mon discours, moi, quand je demande une augmentation de salaire? Je dis, mais les ministres prennent beaucoup d'argent, ils ont encore remplacé leur voiture, est-ce que vous avez les moyens? Alors que le bon syndicalisme aujourd'hui veut que j'ai des chiffres, j'ai des statistiques, j'ai le budget, que je puisse faire de l'analyse budgétaire pour leur montrer que je connais et je sais de quoi je parle. Quand on commence à parler de chiffres, nous sommes désarmés parce qu'on n'a pas les ressources humaines qu'il faut, parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. Qui doit nous donner les moyens? C'est vous et moi. Est-ce que nous payons nos cotisations? Nos faiblesses sont là. Et il faut en tenir compte, travailler à l'interne pour les gommer, mais en même temps, faire le dos rond quand il s'agit de faire le dos rond pour ne pas se faire exploser et disparaître complètement. Très bien. On va finir sur ce sujet-là qui vous amène ici aujourd'hui. On a l'impression, à bien vous entendre, que vous n'avez pas du tout été associé au mécanisme qui a conduit à cette finalité-là de la décision. Et ça, vous le regrettez? Tout à fait. Je le regrette parce que je pense que nous avons suffisamment donné de gages de notre bonne foi à un gouvernement qui est là depuis 2016 pour qu'il comprenne qu'on a envie qu'on travaille ensemble. On a envie... Il faut être deux pour dialoguer. Il faut être deux pour dialoguer. Et la mauvaise perception que les employeurs ont de l'action syndicale, nous, on travaille à effacer ça. Mais il faut être deux pour y travailler. Parce que le syndicat n'est pas le mal. Non, le syndicat n'est pas le mal. Le syndicat révèle peut-être le mal. Allons traiter le mal. Et nous devons être deux pour traiter le mal. Pas quelqu'un qui reste dans sa posture de chef d'entreprise ou d'employeur qui dit « Ah, moi, je n'ai pas besoin de travailler avec vous ». On doit cesser de considérer que le syndicat est une perte de temps. Et nous aurions pu, en tant que leader syndicaliste, aspirer à être au courant d'un certain nombre de choses avant même d'aller vers le chef de l'État. Et donc, on a le sentiment qu'aujourd'hui, même les ministres, membres du cadre de concertation du dialogue, ne veulent plus nous rencontrer et préfèrent nous conduire directement devant le chef de l'État. Or, tout le monde sait que devant le chef de l'État, c'est un autre type de négociation.
à des moments donnés, premier magistrat, ça agit toujours sur les échanges qui finissent par vous dire ce sujet-là, pour moi, il est clos. Alors qu'on est censé être des partenaires sur un pied d'égalité pour discuter de nos problèmes. Dès lors que vous êtes au palais, le rapport de force est déséquilibré parce qu'il peut arrêter les discussions à tout moment. Donc, vous devez faire en sorte que s'il dit non au palais, vous n'avez plus de recours. Alors que si c'est le ministre Abdoulaye Bechare qui dit non, vous pensez encore que si vous arrivez à convaincre le chef de l'État, ça peut évoluer. Mais quand c'est le chef qui dit non, ça s'arrête. Et donc, c'est la hantise des syndicats quand ils vont au palais. Faire en sorte de sortir du palais avec des solutions plutôt que des dénégations, des refus. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Amoussou. C'est moi. Vous êtes le secrétaire général de la CSA Bénin. Vous étiez donc autour de la table avec le chef de l'État, Patrice Talon, pour bien évidemment aboutir à la revalorisation salariale tant espérée par les travailleurs. On espère que ce n'était pas la fin du combat et que la lutte continue. Et oui, on espère surtout que le chef de l'État, que j'ai vu très heureux à l'Assemblée, faire les annonces, va travailler pour être encore plus heureux demain. Très bien. Merci beaucoup à vous. Très bon lundi et Merci au plaisir beaucoup. de nous retrouver très prochainement par ici.